Galaxy Pop. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Salut Sean, comment vas-tu ? Salut, ça va bien ? Ça va très bien. Sauf quand tu tabasses ton clavier en parlant, ça. Ouais, c'est des touches, je sais plus comment ils appellent ça. Ouais. On entend ces cris de souffrance. Ah ! Et salut Thierry, comment ça va ? Ça va très bien. Je pense que ça ferait pareil si je tapais au clavier, parce que c'est un clavier mécanique. Ouais, c'est ça, c'est un clavier mécanique. Non, mais ça va, c'est correct. On se retrouve ce soir, ce jour, pour parler de l'épisode 13 de la saison 3. Nous sommes à la mi-saison, à la mi-série, à la mi-saison, oui, c'est ça. Ben non, pas du tout. En plus, je dis ça, mais c'est pas vrai. C'était il y a quelques semaines qu'on était à la mi-saison. Pour l'épisode 13, donc Proving Ground en anglais. Comment on prononce ça, Sean ? Parce que c'est pas la question du jour, vous inquiétez pas. Ok, Proving Ground. Proving Ground, qui a été traduit en français par Un allié incertain. Okay. C'est pas ouf. Diffusé pour la première fois le 21 janvier 2004. Et c'est la première fois de la saison 3, on a une date d'époque, hein, ça se passe le 6 décembre 2153. À la réalisation, David Livingstone, le réalisateur le plus prolifique de l'ère Berman Braga, c'est celui qui a réalisé beaucoup d'épisodes de Deep Space Nine, de Voyager et d'Enterprise, et scénarisé par Chris Black, rien à voir avec le scénariste de L'Arme Fatale, c'est son frère. Qui lui par contre a scénarisé pas mal d'épisodes aussi d'Enterprise, dont Carbon Creek, pour lequel il a même été récompensé. Puis évidemment le pauvre, enfin évidemment non, c'est peut-être pas évident, mais il a fait par quoi ? Récompensé comment ? Je sais pas, j'ai vu qu'il avait été récompensé, c'est tout. Recompense. il On l'a payé. Une petite étoile. Non, mais il a reçu un prix Saturn Award ou un truc comme ça, sûrement. Comment, Thierry ? T'en avais parlé quand on a fait Carbon. Je l'avais déjà dit ? Ouais. Voilà, écoutez l'épisode précédent. Ouais. Et par contre, du coup, j'ai un petit peu plus creusé. Il se trouve qu'il a fait un burn-out après la saison 3 de Enterprise. Et il est parti faire d'autres choses. Et depuis, en fait, il a fait plein de trucs. On l'a vu sur du Mad Men, du Severance, du Desperate Housewives, etc. Et il se trouve qu'aujourd'hui, là, depuis peu, c'est le scénariste principal et showrunner de la série Monarch. Quelqu'un l'a vu ? Non. Monarch, donc, c'est la série dérivée des films Godzilla et Kong actuels, le Monsterverse. Voilà, qui est sur Apple TV. Ça vient de sortir là, quelqu'un l'a vu. L'épisode 1 vient de sortir cette semaine, genre. C'est le 1 et le 2 sont sortis au moment où on enregistre. Alors on enregistre fin novembre. Ok, mais au moment où au moment où vous entendrez cet épisode, je l'aurai vu. Voilà, tu nous en parleras. Je sais pas quand. Donc c'est génial. C'est dégueulasse. Tu choisiras celui que tu veux pour le montage. Ah voilà, c'est tout dans la radicalité comme ça. Non, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Honnêtement, je pense pas que ce soit foufou, mais bon, d'un côté, tu vois, Chris Black, donc c'est bien quoi. Comment Thierry ? Disons que vu les films, c'est-à-dire qu'on va voir des humains pendant que des monstres se battent et qu'on aimerait bien les voir se battre. Skull Island, je l'ai vu 4 ou 5 fois ce film, il m'a époustouflé visuellement. C'est le seul où on voit à peu près des combats de kaiju. Ouais, honnêtement, de tout le Monsterverse, les Godzilla, les nanas, c'est comme ok, mais de Skull Island, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il a une personnalité, ce film, au moins. Ouais. Et c'est marrant parce que apparemment dans le fandom de Monsterverse, c'est un des moins aimés, et parce que il y a trop de ruptures de ton, on sait pas si on est dans un film comique, dans un film d'action, dans un film d'aventure, dans un film
sombre, un Ouais, drame. mais les autres non plus. C'est... Ben... ouais, c'est vrai. L'autre, le moment où Bryan Cranston il meurt, ça sert plus à rien de regarder le film, tu sais. C'est comme on le remplace par Capitaine classique, là. En tout cas. Alors, d'ailleurs, à ce propos, parce que je suis en train de préparer un truc sur Gareth Edwards, le réalisateur du premier Godzilla. Bryan Cranston s'était exprimé là-dessus. Il avait demandé à ce que son personnage reste quelques scènes de plus avant de mourir pour vraiment faire la passation avec son fils. Seulement, ben, et c'est là qu'on voit à quel point les studios sont relous. C'est que ben, c'est un blockbuster tellement calibré que ben, c'est comme les Marvel. Tu peux pas... Tu peux rien faire pendant les tournages, pendant les trucs, tu peux plus rien bouger. Tout se passe en pré-prod et en post-prod. Et pendant la prod exacte du film, tu ne peux rien faire. Et donc, il n'a pas pu obtenir. Il avait juste demandé juste 2 scènes, mourir un peu plus loin. Pas pour faire son truc. Et il n'avait même pas négocié un contrat ou quoi, mais que pour servir le film. Quoi. Il n'a même pas pu faire ça, le pauvre. Voilà. Il a pas fait comme Archer où il a négocié que, tu sais, s'il se bat main à main, lui et Godzilla, il faut qu'il gagne. Moi, je gagne. Je veux être le seul à lui tirer dessus avec le phaser le plus petit et le toucher. Point positif sur cet épisode, donc un allié incertain, Proving Ground, un pur moment de survie, de traqué, de loyauté, d'amitié, d'attirance, et tout ça avec un coup de poing venant du fond du cœur. C'est un très belle phrase. Ou un épisode plein d'action et de ruse qui fait nettement avancer l'intrigue Xindi. Toujours un plaisir de revoir ces fourbes andoriens. Et pour les points négatifs, il y en a très peu. Négatif, j'ai marqué sur ma note, un scénario linéaire pour faire avancer le schmilblick. Voilà, parce que c'est un épisode particulièrement apprécié sur Ultime Frontière, le forum. Il a une note de 7,29 sur 10. Et sur la CFST, la communauté francophone de Star Trek, il a la note de 9,29, ce qui en fait l'épisode le plus apprécié de la saison 3 sur ce forum, pour une moyenne de 8,29. Ah, j'ai pas regardé quelle était la moyenne la plus élevée. Non, c'était pour similitude. C'est l'épisode le mieux noté sur IMDb de la saison aussi, avec 8.4. Ah, devant similitude. Oui. Ah, c'est marrant ça. Ou à égalité. Ok. Ben moi, j'ai passé un très bon moment devant cet épisode. C'était... vous allez le voir, hein, de toute façon, c'est pas enfin, est-ce que c'est vraiment du spoiler de dire qu'il y a Shran dedans? Non, je pense pas. C'était il apparaît dès le début de l'épisode. première scène. Et toi, Thierry, t'en as pensé quoi Il apparaît dès le début de à la la discussion revoyure aussi, tu mets son visage. Moi, de toute façon, là-dessus, moi je suis pas difficile. Hein. Tu mets Shran dans un épisode et j'ai des cœurs à la place des yeux. Alors voilà, quand j'ai parcouru les deux forums, c'était le résumé. En gros, il y a Shran, c'est bien, c'est bon. Jeffrey Combs, c'est bon. Voilà, Jeffrey Combs, peu importe le rôle dans lequel il est, ils veulent la vedette à chaque fois. Mais alors quand c'est Shran, tu peux pas lutter quoi. Ah, c'est chaud, ouais. Et toi, Sean? C'est très bien comme épisode. C'est bien à beaucoup de niveaux différents. C'est bien parce qu'il y a un personnage que j'adore qui est là. C'est bien parce qu'on revient sur la mission principale de la saison. Et c'est bien parce que je trouve que c'est un épisode qui est bien écrit. Puis je trouve que son pacing, je trouve qu'il avance bien aussi. Il est bien rythmé. Mais avant ça, je l'ai prévu cette fois, la question de la semaine. Alors éloignez-vous des claviers s'il vous plaît, hein. Je vais pas vous demander de mettre les mains. Quelle est la date exacte de Noël, mais au Zimbabwe? Cette année. Je note ici. J'espère que c'est pas des maths. Non. Je note sur ma petite fiche le temps de votre réflexion. Dans la première génération de films Star Trek et excluant le film The Motion Picture, quel est le film le plus long? Sean. Celui qui paraît le plus long, c'est 5. Oh non,
Je note que tu as mis le 5 avant pareil le plan. Thierry, si tu as la réponse avant, Non, parce que non, Sean, il fait semblant de je réfléchir vais le dire temps de... Undiscovered Country 6. Undiscovered. C'est en terre inconnue. Hop là. Je pense, il y a tout un... En tout cas. Et toi, Sean... Thierry, pardon. Bah, j'aurais dit pareil. En terre inconnue Je vais être joueur et je vais Il a dire. le droit de dire la même chose, non? Sûr, je pense pas tu as le droit, hein, techniquement, de dire la même chose. Ça s'était passé pour... Ouais, mais du coup, ça fait un truc qui avance pas parce qu'on va avoir le même score et ça va rien changer à l'histoire, quoi. Le premier à 5, hein, et vous êtes à 3 partout. Alors, Thierry, tu dis qui? Ouais, The Search for Spock. Spock. Hop. C'est donc noté. sur ce petit post-it sont les durées en minutes, donc j'ai failli le montrer. C'est noté. Nous avons donc Terre Inconnue et entre parenthèses Ultime Frontière et Spock pour tirer. Ok, mais j'ai pas de réponse, arrête. Non, tu n'as pas de réponse, mais c'est pour me moquer de toi à la fin quand je vais découvrir que c'était bien Ultime Frontière, le film le plus long. Et c'est parti. Est-ce que quelque chose à dire avant que ça commence? Alors fermez vos gueules. L'épisode s'ouvre sur un Previously qui nous récapitule la saison 3 jusqu'alors. Je trouve ça assez marrant parce qu'on aurait pu avoir ça dans l'épisode précédent vu qu'il brisait la trêve hivernale. Non, ils ont décidé de le mettre là où c'était judicieux puisqu'on reprend l'intrigue Xindi pour de vrai. Donc c'était assez bienvenu et moi ça m'a permis de me remettre en jambe parce que ça faisait un petit moment depuis Chosen Realm. Chosen Realm je l'ai revu récemment, mais avant ça faisait un petit moment on n'avait pas vu, on avait sauté plusieurs rendez-vous, donc voilà. Scène numéro 1. L'épisode s'ouvre sur un verre d'eau en train de se remplir. Une main bleue le prend et... Oh mon dieu, c'est Shran! C'est Shran! C'est Shran! Ouais, c'est Shran! Ouais! Wouh! Shran est dans la place! Wouh! Il est appelé sur la passerelle. C'est une redécouverte pour moi, cette jolie passerelle. Est-ce qu'on en avait déjà vu dans la série Enterprise? T'as perdu un Spock. Oh merde. Ouais. Il a tout détruit chez lui. Alors, on avait déjà vu cette passerelle ou pas? Parce que je m'en souviens plus, moi. Ils sont morts de rire. Voilà, alors les personnes qui nous écoutent en podcast sur Galaxy Pop doivent se dire qu'est-ce qui se passe. Je vais pas m'en remettre. Je me suis levé pour exulter et j'ai pété mon décor. Voilà, qui ne veut pas se remettre en place. C'est pas qu'il est sous. Il a trop bien endormi. Sors sur Spock. ça va être long là. Je me souviens pas si on voit des passerelles andoriennes avant, mais ça m'étonnerait pas, je pense. Oh putain. Mais quelle brutalité. J'en ai marre. Qu'est-ce de nausicant. Heureusement que t'en as deux. Alors, non, on le voit pas. Je l'ai trouvé très joli, très... T'as un visuel ou pas? J'ai pas fait gaffe de ce qu'on avait comme visuel ce soir. Oui, on a un visuel, donc on va pouvoir la voir si ça fonctionne. Voilà. La très jolie passerelle qui me fait penser un petit peu à ce qu'on a en ce moment chez The Expanse. Pas The Expanse, The Orville. Beaucoup de lumière blanche comme ça et de rondeur. Pour le coup, je suis cours. plus d'accord avec The Expanse que The Orville. Ok. Ils ont pas d'écran luminique comme ça, si? J'ai pas trop regardé The Non, Expanse. mais au niveau de la coloration, c'est plus gris puis bleu dans The Expanse que dans The Orville, je trouve. Oui, je parlais de la forme plus que des... Mais ouais, ok. Bref, sa seconde, je crois que c'est sa seconde, lui dit qu'ils ne parviennent pas à trouver la trace d'un vaisseau. On suppose que c'est un vaisseau. Et après quelques échanges, on comprend que les Andoriens également sont dans l'étendue. Wow. Sous les doutes de sa lieutenante, Shran ferme la discussion. Ne sous-estimez pas ces poroses, ils sont toujours par là. Générique
et je suis trop heureux d'entendre, j'ai envie de danser parce qu'il y a Shran qui est dans la place. Elle s'appelle Talas. Oui, mais à ce moment-là, Ah mais si, elle était déjà apparue pour le coup dans les saisons précédentes. Ouais. Et parce que moi j'ai attendu que ça soit redit pour le noter parce que je ne me souvenais plus de son nom. Quelque chose à dire sur cette ouverture, à part qu'elle elle est cool quoi, on est content. Oui, bah c'est ça. Ça fait, depuis le début de la saison, on n'avait pas revu les Andoriens. Et du coup, voilà, ça fait plaisir de revoir de Shran, de voir l'équipage et de se dire qu'ils vont participer à l'aventure, parce qu'on sait très bien que si on les voit, c'est voilà, c'est qu'ils sont en train de chercher l'Enterprise et que voilà, on se demande ce qui va se passer. Ouais. Ça donne envie. Et c'est presque quand on prend un peu de recul, c'est pas, on devrait pas être content de les voir. L'histoire devrait avancer sans les Andoriens. Mais le fait qu'ils arrivent, parce que du coup, la saison 3 jusqu'à présent était vraiment une parenthèse, c'est-à-dire que on était hors de la Fédération, enfin la Fédération n'existe pas encore, mais hors des habitudes qu'on avait avec Enterprise et avec Star Trek de manière générale. Et le retour des Enterprise, le retour des Andoriens, ça y est, j'ai tout donné, là, je suis crevé. Le retour des Andoriens fait que c'est peut-être dommage, non? L'une des reproches qui a été faite envers Enterprise, c'est que dès la saison 1, on a des Ferengi, on a toutes sortes d'affaires qui nous rappellent vraiment genre le Star Trek, alors que le Star Trek classique ou le Star Trek des années 90, alors que Enterprise, c'était supposé être un départ. Supposé être son propre délire, son propre truc, avec de l'espace inconnu, ou très inconnu pour les personnages en tout cas. Et on pourrait dire que le même argument pourrait se prêter ici. On veut s'en aller faire quelque chose de différent, mais on a des personnages qui reviennent. Mais moi, ça me dérange pas. Au contraire, j'aurais même fait plus. J'aurais fait des petites scènes une fois de temps en temps, pendant plusieurs épisodes, pour montrer que ils sont en train de les rattraper. J'aurais montré Shran ou un vaisseau Andorian de temps en temps, qui est en train depuis ouais, 2-3 épisodes déjà? Ouais, qui est en train d'arriver. Ok. Oui, je suis d'accord. Déjà, je trouve ça. J'allais le dire plus tard parce qu'ils auraient pu carrément ne pas les montrer là et garder la surprise au dernier moment. Ouais. Et ça aurait. Je trouve ça très bien qu'ils l'aient montré avant et qu'on ait commencé l'épisode là-dessus. Sinon, ça aurait fait un peu une surprise artificielle. Ok. Et du coup, effectivement, ce que dit Totti, ça aurait été encore mieux s'il l'avait montré encore avant, quoi. Totti, c'est Sean pour les personnes qui nous Oui, écoutent. pardon. Non, mais ça va, c'est... De toute façon, alors maintenant qu'on a changé de système d'enregistrement, il n'y a même plus les noms qui s'affichent. Ok. Scène numéro 2. Oh! Un conseil Xindi. Punaise, je suis tellement heureux. C'est la foire de la joie. Pour moi, cet épisode, ça fait super plaisir. Autour des tables se trouve un arboricole, un reptilien et 2 humanoïdes. Un tombalo, qu'est-ce qui reste? L'humanoïde que l'on voit le plus souvent est en colère. Tous les autres Xindi sont absents alors que c'est une réunion d'urgence. L'humanoïde annonce alors qu'un nouveau prototype d'arme est prêt et qu'il sera utilisé dans 3 jours. 3 jours. Si l'essai est concluant, l'arme de destruction massive des humains sera prête d'ici 1 mois maximum. Et j'ai trouvé que c'était une super scène, super bien mise en scène. Sombre, avec des plans rapprochés des visages, notamment du reptilien et de l'humanoïde, qui sont super vénères l'un contre l'autre, principalement. Et bref, parfait. Très bonne scène, hyper accrocheuse. Ouais, j'ai beaucoup aimé le coup de la caméra en vue de dessus. C'est pour ça que j'ai pris cette capture d'écran-là à l'arrivée de Degra. C'est Degra qui arrive. Hein. Ouais. Oui. Donc l'humanoïde s'appelle Degra, et pareil, je l'ai noté plus tard. C'était la première fois qu'on voyait le conseil Xindi sous cet angle-là. Ouais. Et je trouve ça bien qu'ils aient pris le temps de varier les angles, etc. Autant profiter du fait d'avoir une pièce complète de décor, quoi.
à 360 et je trouve voilà, c'est une bonne manière d'exploiter le truc. J'ai pas fait attention. Est-ce que c'est la même salle de réunion que habituellement? J'ai pas fait attention non plus, j'avoue. Bon, bref. Scène numéro 3. Retour à bord de l'Enterprise. Dans l'Obs, Oshi explique avoir retrouvé la trace de la chémocyte. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut faire un rappel de ce que c'est le temps que je mets la bonne Oui, image? j'en avais parlé d'ailleurs dans l'épisode en question. C'est dans l'épisode où il rencontre où ils vont sur l'usine qui fabrique de la chémocyte. Je me rappelle plus le nom de l'épisode par contre. Mais c'est il y a, je sais plus, 5 ou 6 épisodes. The Shipment, Et donc mais en Archer français, je s'était sais plus. introduit dans le vaisseau Xindi pour mettre un traceur, je me rappelle plus le nom du truc, mais un traceur dans la chémocyte pour pouvoir les suivre, et ils avaient perdu le signal à ce moment-là. Et ben là, c'est ça, c'est ce signal-là qui continuait à le monitorer, et il le redétecte. Et j'avais dit quand il y avait cet épisode-là que d'accord, il perdait le signal, mais que ça allait quand même servir dans la suite, et que c'était ça qui était cool, c'est qu'ils avaient prévu le truc plusieurs épisodes à l'avance, quoi. Ouais. Je cherchais la traduction française de The Shipment. La cargaison maudite. Elle est maudite. Voilà, en fait c'est ça qui détecte, c'est la cargaison maudite. Ah, ok. Je me demande s'ils tournent les scènes du Conseil Xindi à l'avance ou si vraiment ils les font au moment où l'épisode est dû. Ou s'ils avaient prévu beaucoup de scènes d'avance, ils les avaient filmées, puis après il faudrait regarder les je me pose la question, est-ce qu'ils font quand même déplacer les acteurs et leur mettre du maquillage, etc. Ça serait étonnant qu'ils le fassent que pour 10 minutes. Ça coûte cher, ouais. C'est pour ça, je me demande Après, bon, ils ont pas filmé toutes les scènes, ou presque, one shot et une fois, ou peut-être qu'ils l'ont fait en 2-3 fois durant la saison. Je suis pas sûr, parce que là, cet épisode notamment, on les voit beaucoup les Xindi quand même. Et de manière générale, quand on voit le conseil, à part dans Rajin, ils sont au centre de l'intrigue entière. Il n'y a que dans Rajin où ils apparaissent qu'à la fin. Il me semble, non? Je sais pas, bon. J'ai pas assez de souvenirs sur leur screen time exact, hein, mais... Ouais. Bref. Merci pour ce rappel tiré. Voilà. Et puis encore une fois, moi, je trouve ça super cool que la série elle anticipe autant la suite des événements, quoi. Et on se plaignait un petit peu la dernière fois qu'il y avait eu beaucoup d'épisodes one shot, entre guillemets filler, où l'intrigue avançait pas trop. Mais je trouve que ça a permis aussi de montrer le temps qui passe. Et maintenant qu'on reprend l'intrigue, on voit que les choses ont avancé. On voit que les choses ont avancé hors champ et en dehors du scope de l'Enterprise. C'est-à-dire que les Xindi ont progressé, ils ont fait leur arme, etc. pendant que l'Enterprise faisait ses petites aventures de son côté. Et je trouve que ça, même si ça peut être frustrant, mais je pense surtout pour nous, parce qu'on fait les reviews et que du coup on est là pour cette intrigue-là. Mais quand on regarde la saison comme ça, juste pour le plaisir de regarder la saison, quand on la découvre, je trouve que c'était pas forcément gênant d'avoir ces pauses et ces épisodes qui parlent d'autre chose. Ouais. Et ça fait moins artificiel. Si cet épisode-là était apparu direct après le dernier qui suivait l'intrigue, ça aurait fait téléphoner un petit peu, je trouve. Ouais. Nous avons donc retrouvé la trace de la chémocyte. Mais c'est pas tout. T'Pol et Oshi travaillent depuis plusieurs jours sur la recréation des données effacées par ce salaud de Jamat. Jamat, donc, rappel, c'était dans Chosen Realm. J'ai bien prononcé. Il se trouve qu'elles peuvent déjà remettre une carte des anomalies en cours et malheureusement, leur prochaine étape les fera traverser à l'Enterprise un immense amas de ces saletés. Qu'à cela ne tienne, le contourner ferait perdre 5 jours à l'Enterprise. On va le traverser, dit Archer.
Une décision logique, je pense, compte tenu du retard qu'a déjà pris l'Enterprise et du potentiel danger qui peut arriver par la suite. Je regarde juste les photos suivantes pour pas me planter dans ce que je dois présenter. Ok. Moi, j'ai un petit reproche quand même par rapport à ça. Ouais. C'est que ils savent qu'il faut je m'en rappelle plus le nom de la matière, mais qu'il faut Du Trillium D. Ouais, voilà, du Trillium D pour se protéger des anomalies. Ils savent que ça aurait des effets négatifs sur T'Pol, d'accord. Mais je trouve ça dommage qu'ils se soient pas reposé la question. Ça fait un moment là. Qu'ils aient pas réfléchi à un truc, je sais pas, en tout cas qu'on n'en ait pas reparlé. Ouais. Ça aurait été bien que dans les épisodes précédents, ou même dans celui-là, on ait une ou deux scènes où on dit et alors, il faudrait qu'on repense quand même, reconsidère d'isoler la coque et du Trillium D, parce que des anomalies, on s'en est tapé quand même pas mal. Là, on va devoir traverser tout un champ d'anomalies, juste pour que, pour le bien-être de T'Pol, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Même si on veut pas lui faire de mal, mais bon, quand même, quoi. Ouais, ils auraient pu nous montrer Phlox qui travaille sur genre une crème ou quelque chose, tu sais. Un vaccin. Un vaccin. Non, une crème. Une poudre. Qui élève des pigeons de Delta Vega 3 dont les œufs pourraient peut-être éventuellement. Ouais, quelque chose comme ça. Tu sais, il a une liane, faut qu'elle s'enveloppe les chevilles avec une liane, tu sais. Arrêtez de vous moquer des naturopathes. Scène numéro 4. Dans la salle des machines, Tucker appelle la passerelle. Hop, il a coupé toute la distorsion. T'Pol a établi un plan de course dans l'amas, mais annonce qu'il faudra forcément en traverser certaines. Mayweather reçoit l'ordre d'avancer à demi-impulsion. Alors que le vaisseau s'enfonce, T'Pol donne des instructions pour éviter les anomalies. Tout va bien pour le moment. Et c'est un chouette moment de tension, ai-je noté. Oh! Une anomalie se forme directement devant le vaisseau et grandit tellement vite qu'il ne peut l'éviter. L'Enterprise est frappée dans son entièreté, ça pète de partout, notamment en salle des machines où l'on voit un membre d'équipage être propulsé depuis une passerelle. C'est très impressionnant. Ça n'a pas marché. Ah, c'est marrant ça. Ah si, ça a marché. Oh non! Perte d'énergie et d'air. Oh oui! Mayweather repère un vaisseau. Bam! Rayon tracteur enclenché. L'Enterprise se fait retirer de l'anomalie et on l'appelle. Je m'apprête à exulter de joie à voir Shran à l'écran. Et merde, sérieux les gars. Moi, je trouvais ça marrant, franchement. Et attends, tu veux voir ma tête quand j'ai vu ça? Tu l'as préparé à l'avance. Oh, mais arrête, c'était rigolo. Mais non, mais je veux pas rigoler, je veux faire ouais. Punaise. On a vu ça, ouais, mais bon. Le seul reproche que l'on peut faire à cette scène, c'est d'être nul. C'est qu'on sait déjà qu'il y a Shran dans l'épisode. Ça, c'est une gimmick de réalisation qu'il aurait fallu garder pour un reveal. Mais j'aime beaucoup. Puis c'est iconique. Dans le monde de Star Trek, les gens parlent de cette scène. De ce reveal. Ah ouais. Alors ça, je savais pas. En disant des méchancetés. Mais justement, c'est un truc que je disais tout à l'heure. C'est que, en fait, ça aurait pu être la surprise, quoi. Paf! Ah, les Andoriens qui sont là à ce moment-là, comme tu dis, Sean. Et ça m'aurait pas trop plu, en fait. Parce que ça aurait fait artificiel, quoi. C'est genre, bah non, on vous a pas prévu que les Andoriens arrivent, comme ça vous êtes surpris que les Andoriens arrivent. Et en plus, ça sort de nulle part, quoi. Enfin, ça aurait fait l'effet, ça sort de nulle part. Genre, pourquoi d'un coup il y a des Andoriens alors qu'ils sont dans la merde? Et je trouve que je préfère cette manière de raconter le truc où on anticipe avant. On fait un setup, on dit les Andoriens sont en train de chercher l'Enterprise. Et du coup, ça paraît plus crédible. Moi, en tout cas, j'arrive à mieux croire à l'histoire si on me fait pas une surprise avec un truc qui sort de nulle part. Je suis d'accord avec toi du point de vue de l'histoire. Je parlais juste vraiment au niveau de cette image-là. Je trouve qu'elle a beaucoup plus d'impact si on ne sait pas. Oui, parce qu'en plus, si je me souviens bien, parce que ça fait 2 semaines que j'ai vu l'épisode, on voit les antennes qui sortent. On les voit pas au départ et après elles se mettent à dépasser la tête d'Archer, c'est ça?
Ouais, en moins d'une seconde, hein, quand même, c'est très, c'est très rapide. Hein. Non, mais, par contre, il y a beaucoup de jeux avec les antennes. Hein. Ça En me temps dérange normal, pas avec qu'il y ait de les. l'humour, hein, parce que toi, on dirait que ça te dérange Non, que... mais attends, c'était un moment. C'est comme si t'as Superman, il arrive tout bombé et il lâche une caisse. Tu vois, Non, je suis pas tout à fait Pas le même d'accord. C'est humour. plus, Non, mais c'est plus, c'est plus comme si The Flash arrivait, mais il arrive tellement vite, il se cogne. c'est pareil. Mais en lâchant une caisse. Pardon. Là, pour le coup, ça me fait rire. Mais non, mais je sais pas, je trouve ça dommage. Mais bon, ça va, on va pas faire une demi-heure là-dessus. Je T'as get pris une over it photo et tout. myself. Ah ouais, non, mais ça m'a tellement saoulé. Il a gonflé des ballons derrière lui pour la photo. Exactement, c'était la mise en scène. Il Non, était énervé, là, il pousse les plans. l'anniversaire d'une de mes filles ce week-end et du coup, c'est la déco qui est toujours au plafond. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, elle y est toujours. Je vais poster cette image sur Twitter, mais avec des antennes dessus, juste pour t'emmerder. C'est exactement sur le Discord de Star Trek pour les nuls que vous pouvez rejoindre en cliquant dans les liens qui sont en dessous de cette émission. Waouh. Vous pouvez venir voir parce qu'il y a quelqu'un justement qui a dit ça. Alors j'entends des bruits chez moi. J'ai dû rêver. Quel meilleur. Ah non. S'il te plaît. Scène numéro 5. Dans la cabine du capitaine, Shran salue la témérité des humains pour être allés dans l'étendue avec un vaisseau aussi fragile entre guillemets. Puis il explique avoir cherché l'Enterprise pour se joindre à lui en tant qu'allié. Il tacle au passage les Vulcains. Je vais pas noter exactement la phrase, mais bon. En gros, il reproche aux Vulcains de ne pas avoir aidé l'Enterprise et d'avoir envoyé personne, puisque T'Pol est venu en son nom propre et non pas en tant que Vulcain. Sa venue est donc bien politique, puisqu'il appuie le fait que les Vulcains n'ont rien fait pour aider les humains dans leur quête d'Exindi. Mais où sont les Tellarites, me dis-je? On les a pas rencontrés encore. On n'en saura pas plus pour le moment. Oh là là, mes notes et mon élocution ne vont pas bien du tout ce soir. Ça m'a trop éclaté, le Shrine qui en profite pour cracher sur les Vulcains. Ouais. En plus, la manière dont il présente, ça donne presque l'impression, tu sais, genre, je viens vous aider, mais c'est pas pour vous, c'est surtout pour faire chier les Vulcains. Et alors, voilà, nous en tant que spectateurs, spectatrices, c'est assez bienvenu parce qu'on se dit, là pour le coup, il y a un petit peu d'humour, il y a de la continuité, machin, mais en plus, ça prépare, c'est comment on appelle ça, du foreshadowing pour ce qui arrive plus tard, pour la résolution de l'épisode, qui est quand même, le but c'était de faire chier vraiment les Vulcains, quoi. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Voilà, tu vois, c'est assez bienvenu pour le coup. Et puis, puis la manière dont il dit, il y a une subtilité dans les dialogues que je trouve qui marche super bien. Ouais. Tu sais, quand il regarde la T'Pol et qu'il dit tiens, vous n'êtes pas en uniforme je sais plus comment ça s'appelle, la flotte d'exploration vulcaine. Et il lui dit que ça lui va bien. Quand même. Il le sait, tu vois. Oui, il le sait d'avance. Parce qu'il lui dit, tiens, t'es habillé comme ça. Il dit, ouais, j'ai dû renoncer à mon poste. Oui, j'avais entendu parler de ça. C'est comme, ok, mais tu le sais. Bah voilà, il espionne. Et puis bon, en gros, il fait bien comprendre qu'il espionne les communications entre la Terre et Vulcain, mais il veut pas le dire. Parce que quand Archer lui demande, il Il change de question. Ouais. Non, c'est très chouette. C'est vraiment très très chouette. Salle numéro 6, dans la salle tactique que l'on a rarement l'occasion de voir, Reed annonce des dégâts catastrophiques. Archer lui dit alors que Shran offre son officier tactique pour aider. Reed est pas trop chaud vu que l'officier aura accès aux données de l'Enterprise. Mais Archer insiste sur l'urgence de la situation. Quelque chose à dire? C'est valide du point de vue de Reed d'avoir ces inquiétudes-là. Ouais, Mais dans une oui. scène suivante, on te fait bien comprendre que toute cette technologie est dépassée. Du coup, ils vont rien apprendre de nouveau, les Andorians. Donc, du coup, ça aussi, c'est valide comme point de vue. Ça aussi, c'est assez cool. Hein. Ça, c'est toujours cool de dire les humains qui seront dans TNG, l'espèce la plus avancée technologiquement de la Fédération. C'est à la base, c'est la moins avancée. Ouais, mais je le vois pas membre pareil. fondateur. Tu vois, dans TNG, je le vois pas je le vois pas comme si c'était des humains. Pour moi, il y a de la technologie Andorian Telluride. Tout le monde s'est mis ensemble pour créer ça. C'est vrai. C'est la Fédération.
c'est vrai. Même si Mais c'était des vaisseaux beaucoup dès humains. qu'ils ont des ingénieurs, des super scientifiques qui viennent, c'est souvent des humains. Quand même. Ouais, mais ça, c'est le budget. Hmm. Les bleus sont pas dans le budget. Je continue. La peinture bleue. Scène numéro 7. Dans le couloir, T'Pol demande à Archer de mettre un garde, avec chaque Andorien présent sur place. Archer est contre et dit que la guéguerre vulcain-andorien n'implique pas les humains. Elle répond « pas pour le moment ». Mais malgré les arguments de T'Pol, Archer explique qu'il ne fait pas confiance aux Andoriens, entre guillemets, mais qu'il fait confiance à Shran. Waouh! C'est une belle histoire d'amitié qui commence là. Ça me donne envie de chanter. C'est un roman d'amitié qui s'élance entre Archer et Shran. Pas une histoire d'amour vacances. Désolé. Désolé, j'ai craqué là. Très émotif ce soir. Mais Le podcast, ça te suffit plus, tu veux faire une carrière dans la musique. dans la musique, c'est une référence à. J'ai perdu son nom. Comment il s'appelle ce con? Richard Virenque. Non, le présentateur de la WWE en France. Flûte. Bon, bref, dont j'ai totalement pompé le format pour faire cette émission de Trek Analyse sur son coffre à catch. Christophe Ajus, qui chante très souvent cette chanson. Bref, bon, voilà. C'était un petit moment fanfic. Scène numéro 8. Il est à noter, par contre, que les humains ont quand même un caractère assez fort. Archer en est un exemple quand même assez certain, lui aussi. Là. Mais il a vite fait de dire à T'Pol que oui, effectivement, la guéguerre vulcain-andorienne, ça ne le concerne pas, c'est pas leur problème, etc. Mais dépendant de l'espèce ou dépendant de la race ou de la civilisation que les Vulcains rencontreraient, il ferait vite les mettre de leur côté pour les utiliser dans la guerre contre les Andoriens. Oui. Il a du caractère. Scène numéro 8. Dans le mess, Reed et Tucker échangent sur leur malheur. Rien ne va, c'est le bordel partout lorsque rentre une Andorienne cherchant Reed. Elle lui dit alors être surprise de le voir ici, en train de se détendre, alors qu'il devrait être à l'arsenal en train de bosser. J'adore. Ça se voit, ça va se finir au centre de tir, tout ça. Chouette scène qui nous réintroduit réellement le personnage. Donc, ça y est, j'ai noté le nom un peu plus loin. Talas, merci. C'était très cool parce que ça rentre direct. C'est de la diplomatie andorienne. Voilà, ça rentre direct. Boum. Salut les feignasses, ça va? Je vous dérange pas. Scène numéro 9. À table avec le capitaine Shran. Non. À table avec le capitaine, Shran sort une bouteille de bière andorienne, le fameux truc interdit que tout le monde boit tout le temps. Ce qui est interdit, c'est la bière romulienne. Ah. Ok. Et puis, je suis pas sûr qu'elle soit déjà interdite parce que. On les connaît pas. La bière andorienne, c'est même au 24e siècle. C'est de la bonne bière, c'est bon. D'ailleurs, je me demande, moi, vu que les deux sont bleus, je me demande s'il n'y en a pas qui font passer la bière romulienne pour de la bière andorienne en disant non, mais c'est de l'andorienne. Et pourquoi elle est interdite, la romulienne? Tu peux scanner, tu scannes ça vite, tu le sais, là, la différence, là, tu le vois quand même. A priori, parce qu'elle tape trop sur la tête. Ouais. Non, mais ça me fait marrer quand même, parce que ça, c'est une gimmick dans les séries, dans les autres séries, c'est une gimmick qui revient. Sur l'alcool, tu vois, c'est pas grave de faire de la contrebande quand t'es capitaine de Starfleet. Mais si ça avait été de la bœuf ou de la drogue directe, ça aurait été moins bien vu, je pense. Une graduation dans ce qui est interdit et légal. Bref. Bon, là, je suis désolé. Fume dans Star Trek, donc. Ouais. Si, Rafi, elle fume. Bah oui, pardon. Elle écrase des fleurs et elle les fume. Shran explique alors ses raisons d'être là. Il est volontaire, car il a une dette envers Archer d'avoir prévenu une guerre. Est-ce que quelqu'un peut rappeler ce contexte-là? Parce que ça, moi,
Je sais plus. Bah, c'est le truc du temple, Ah sur oui, un saison truc en 1, ça. plomb, ça. Ouais. C'est Ouais, c'est d'ailleurs, bien c'est vu. Oh my god, oh, c'est dans le ouais. début, je crois, de la saison 1. Très très Et chouette en fait, épisode. les Andoriens débarquent dans un temple Le monastère. vulcain, et ils sont là, où est le centre d'écoute, machin. Enfin, ils font un espèce de raid pour vérifier le truc. Et puis Archer, au départ, il les combat. Et puis après, il découvre qu'il y a vraiment un centre d'espionnage, d'écoute des Andoriens là-dedans. Et du coup, il dit aux Andoriens, bah ok, en fait, je vous montre où c'est, j'ai trouvé. Je sais plus exactement comment ça se passe, mais en gros, c'est ça. Et du coup, ça refroidit bien les Vulcains, ils peuvent plus trop espionner les Andoriens, donc ça les empêche de partir en guerre, au moment où ils espéraient le faire, quoi. Il y avait une scène dans cet épisode qui m'avait fait beaucoup rire. C'est la première scène où on voit les prêtres du temple. Ils sont là, ils disent juste, bah, c'est des Vulcains hein, pour nous, et ils disent juste aux humains, non, dégagez, dégagez, restez pas. Et T'Pol dit, il cache quelque chose, et Archer dit, mais comment vous le savez? Ils étaient très agités, alors que toi tu les as vus pendant 10 minutes. Ça m'avait fait marrer. Bref, scène numéro 10, dans Il y la a des salle des blagues comme ça machines. dans Lower Decks. Ça m'étonne que t'aimes pas Lower Decks. J'aime bien le Lower Decks, moi. Ah, ok. Non, il n'y a pas de Je pensais problème, que c'est t'aimais juste pas que ou que tu regardais pas. Ok, t'es juste pas à jour. je suis pas du tout à jour, j'en suis à la saison 2. J'attends les sorties en Blu-ray, parce que Ok. j'ai pas Paramount Plus et j'ai pas envie de télécharger, ça me saoule, ça prend trop de Ok, temps. parce que dans la saison 2 ou 3, on suit des Lower Decks, mais de plusieurs vaisseaux différents, dont des Lower Decks vulcains. Ah oui, 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 ça c'était chouette. Ok, Et, justement, il y et en a, il y en a Klingon. une qui, ben, il y en a une qui dit presque jamais rien. Tu sais, des fois, est-ce qu'elle m'a fait ça? Ok. Oh mon Dieu, son attitude. Mais elle n'a pas d'attitude, elle a rien, elle a rien dit, tu sais. C'est complètement con. Pour moi, le meilleur épisode de tout le Star Trek Kurzmanien, celui-là. Waouh. Ah, ok, mon Dieu. Ouais, mais ouais. Bon, bref, c'est logique. J'y vais? Oui. Scène numéro 10, dans la salle des machines, T'Pol rend visite à Tucker pour demander un rapport d'avancement. Tucker souligne l'aide des Andoriens, les réparations vont aller très rapidement grâce à eux. T'Pol a l'air à la fois surprise et fâchée. Je sais pas trop comment... elle est pas, ça lui plaît pas, quoi. Mais c'est une scène très rapide puisqu'on passe direct à la scène numéro 11. Dans l'arsenal, par contre, c'est une toute autre histoire. Reed refuse l'aide de Talas et lui fait bien comprendre qu'elle n'est pas la bienvenue. Elle fait alors preuve de pas mal d'efforts pour montrer sa bonne foi et Reed présente ses excuses disant qu'il a été un goujat. J'ai pas, je l'ai pas vu comme ça, moi. J'ai pas eu l'impression qu'elle faisait des efforts pour montrer sa bonne foi. Ah bon? Bah non, tu sais, elle dit, bah d'accord, si tu veux que je serve le café, moi j'ai mieux à faire sur mon vaisseau, je me casse. Et au fait, ton truc c'est de la merde, ça va te péter la gueule dans 2 minutes. Ça, c'est comme, Et elle c'est là conclut qu'il se sa rend compte conversation que. comme ça, mais avant cela, elle dit quelque chose. Vous pensez que je suis une espionne, machin, mais moi j'en ai rien à faire de tous vos trucs. Notre technologie est vachement plus avancée. Vous n'avez rien à m'apprendre, aucun secret pour moi, blablabla. Je Blablabla. pense qu'il y a On très est peu de vraiment là pour vous. nuances et très peu de couches à ce qu'elle dit. Je pense que ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle pense, puis ce qu'elle ressent. Mm. Vraiment. Ouais. Ouais. Bah, du coup, voilà. Elle fait preuve de bonne foi. Elle dit non, j'ai rien à cacher, moi je m'en Elle fous fait de preuve toi. de bonne foi, mais pour moi, j'ai pas eu l'impression qu'elle faisait des efforts pour montrer sa bonne foi. Ah! Ouais, bah, elle pourrait juste lui dire ok et s'en aller, quoi. Ouais, oui, bon, d'accord, ok. C'est peut-être que j'ai un peu projeté leur relation dans mon esprit. Mais en attendant, ça finit avec Reed qui présente ses excuses. Mm. Qui dit j'ai été. Mais en fait, c'est ça que je trouve. Enfin, c'est aussi pour ça que je trouve. Enfin, que je voulais introduire cette vision différente que j'avais eue de la conversation, parce que Mm. du coup, Reed, il se rend compte un peu tout seul qu'il s'est comporté un peu comme un con. Mhm. Et pas parce que elle a fait des efforts pour montrer sa bonne Ah, foi, tu ok. vois. C'est genre, elle était en train de l'envoyer bouler, et puis là, il se dit, ah merde, en fait, j'ai été un peu con, désolé. Et j'ai trouvé ça cool, qu'il reconnaisse son erreur et qu'il par lui-même, en fait. D'accord. Bon. Est-ce qu'il y a aussi une attirance? Bah, C'est
Parce que des fois, j'arrive pas à savoir comment il la Alors joue. là, non. À ce moment-là, Mais je sais pas trop. Un peu plus tard, j'ai le doute qui s'insère ouais. parce qu'il y a des regards, des machins, mais je sais pas si c'est là-dessus qu'ils veulent nous amener ou pas. Ok. J'ai pas, je sais pas. Elle est un peu ambiguë cette relation. Il y a une forme d'amitié, une forme de respect qui va se créer et je- je- j'ai l'impression que Reed a un petit coup de cœur, mais je sais pas trop. C'est compliqué, hein, c'est un anglais hein, en même temps. Ouais, c'est là. Il Donc montre là, pas ils nous ont beaucoup montré les d'émotions deux souvent. facettes de l'anglais au début. Il est quand même distant, froid et hautain. Puis après, il est C'est un gros gentleman, con. il s'excuse. Ouais, voilà. Ah bah oui, on en reparlera dans les scènes en question, Ouais. mais ouais, il y a des scènes où on peut se poser la question, mais bon, après, C'est pas on en développé et parlera de toute plus. façon, ça n'a pas vraiment trop Non, c'est de. pas important. Ce qui est drôle, par contre, ce qui est sympathique, c'est de voir, ben, non seulement on a des personnages qu'on voit pas habituellement avec tous ces Andorians, mais en plus, Reed, malheureusement, c'est pas non plus un personnage qu'on voit souvent. Là, on a du Travis. On a beaucoup de personnages qu'on voit pas tout le temps dans cet épisode, puis j'aime parce que ça rend l'épisode très dynamique. Ouais, Mm. c'est vrai. Euh, Et puis ça finit avec lui qui dit je vais nous chercher du café pendant que vous faites les réparations. Donc ça c'est cool. Scène numéro 12. Quelques jours plus tard, les vaisseaux ont repris leur route. Ils trouvent alors un système avec 4 vaisseaux Xindi grâce à l'aide des Andoriens, mais rien d'autre dans ce système. C'est pas très clair ma prise de notes. On a une Une photo, petite, non, je crois. une petite parenthèse, il y a beaucoup de gens qui pensent que être boss, c'est d'ordonner les gens de faire ton café pendant que tu travailles, mais être un vrai boss compétent, c'est de faire travailler les autres pendant que toi, tu perds ton temps à faire du café. Fait que C'était là, une fait que, des. fait que là Reed, il envoie l'autre travailler, puis c'est lui qui s'en va chercher le café, tout est beau. Quand j'étais manager chez Quick, c'était un des trucs qu'on m'avait appris. C'était le très bon manager ne fait rien. euh, mais sans que ce soit de l'exploitation non plus. Hein. C'est parce que je suis en Oh train oui. de dire, je vois dans les yeux de Thierry l'égorgement qui arrive. C'est pas, c'est pas- Si tu manages bien ton équipe, voilà. Ok, Bon, bref. pour te Voilà. défendre là-dessus, c'est parce que normalement, si tu manages bien ton équipe, c'est parce que tu les as formés, tu leur as montré plein de choses, ton équipe est compétente. Voilà. Du coup, tu as Mais quand même travaillé dur pour te rendre là. le bon manager a fait tous les postes avant. Hein. Autant nettoyer les chiottes que servir la popote. Et frotter les plaques de cuisson pleines de graisse. Mais pas en même temps. Oui, en se lavant les mains entre les trois. Scène numéro 13. Dans l'Ops, les scans montrent que les Xindi attaquent. Rien. Oh, Archer explique alors que ce sont des essais avant la véritable attaque et il cite en exemple l'atoll des Bikini. Les deux, c'est qui les deux Archer et Shran. Les deux sont OK pour ne pas attaquer immédiatement. Et malheureusement, T'Pol, qui est là pour montrer l'opposition, se fait rembarrer parce qu'elle dit pourquoi est-ce que vous voulez pas attaquer tout de suite, vous n'êtes pas là pour nous aider, machin. Shran lui rentre dedans en lui disant ben non, espèce d'idiote, on va pas les attaquer maintenant, on va attendre qu'ils se découvrent un peu, voir leurs armes, machin, bref. C'est dommage que ça tombe sur T'Pol parce que je ne vois pas du tout T'Pol faire ça, mais je comprends le besoin de faire ça pour expliquer aux spectateurs, spectatrices ce qui est en train de se passer et pourquoi la décision est prise de ne pas attaquer. Oui, je suis d'accord. Je vais rebondir sur un tout petit élément de ce passage. Quand il parle justement des essais nucléaires, il parle d'armes nucléaires primitives. Ce qui implique qu'il y a des armes nucléaires pas primitives. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils en ont certainement actuellement. Et c'est un petit élément de continuité qui est placé là parce que en fait, dans la série originale, on apprend que des armes nucléaires étaient utilisées dans la guerre contre les Romuliens Ah bon. au XXe siècle. Et donc, pour la continuité, on ne pouvait pas dire que les armes nucléaires c'était un truc du passé. Ok. Voilà. Et voilà, c'est des petits trucs. Moi, C'est génial comme détail. juste les dialoguistes qui ont fait extrêmement attention à la manière dont ils construisaient la phrase pour qu'elle soit cohérente avec la série originale. Ok.
Ça marche. C'est La terrifiant. suite, c'est... Terrifiant. Pourquoi? Ben, comme concept, d'imaginer que là, en ce moment, on a des armes nucléaires primitives Ah, et qu'il Hmm. y a ben, une deuxième vague qui s'en vient. là. non, mais peut-être que les évolués seront moins... Je sais pas, mieux. Non, ça sera pas moins. Je Ça sera raconte des plus. Scène numéro 14. Tucker rejoint Shran pour lui demander un injecteur à bec qui permettrait de technoblablater le technoblabla. Shran ne promet rien, puis les deux échangent un peu plus personnellement. Shran essaie d'en savoir plus sur les sentiments de Tucker qui se montre bien plus reposé qu'en début de saison. Il dit que ouais, il voudrait bien mettre la main sur celui qui a appuyé sur le bouton, mais qu'ils sont pas là pour tuer tous les Xindi, juste pour les empêcher de continuer cette folie. Ça c'est du Trek, sacrément belle évolution, bravo. Oui. Et en plus, je trouve ça d'autant plus cool que ça fait un lien avec son clone dans Similitude. C'est vrai. Tu sais, où il disait que il veut pas que ce qui lui arrive à d'autres. Et en fait, là, le vrai Tucker, entre guillemets, a le même genre de réflexion. Ouais. Face à cette réponse, Shran accepte alors de donner son injecteur à bec. Scène numéro 15. Dans le système et à bord d'un vaisseau Xindi, l'humanoïde habituel, qui s'appelle Degra, lance une attaque contre une planète sous les yeux du conseil Xindi. Mais un vaisseau fait son entrée dans le système. Degra fait alors annuler l'attaque. Le vaisseau les appelle, c'est Shran qui fait un numéro de comédie très rigolo en profitant pour faire scanner les vaisseaux Xindi. C'est marrant, il se fait passer pour un mineur de l'espace et c'est rigolo. Il fait une C'est la- petite imitation de C'est la Ferengi. première fois, Oui, c'est la c'est vrai. première fois que, J'y ai pensé aussi. c'est la première fois que je remarque qu'il y a comme un petit trou ou une petite fente dans le maquillage des indies primates et les arboricoles ont le même. Ah ouais. Ouais, j'avais jamais fait attention. Pour moi, c'était vraiment des designs complètement très distincts. Puis au final, là, j'ai remarqué qu'ils ont quand même le même. Faudrait que j'observe un peu plus les autres, mais bon, les insectoïdes, c'est un peu difficile J'avais d'avoir. jamais fait attention, mais du coup, ça indiquerait peut-être qu'il y a un ancêtre commun entre les deux. Ouais, entre Ouais, ces on n'a deux pas de espèces-là photo. au moins, là, mais. Ok, j'avais pas fait gaffe. Non, moi On non plus, verra. mais c'est là Est-ce pour que le ça coup, serait c'est la première fois que est-ce je le que ça vois. serait le moment? Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Non, mais c'est pas une connerie, moi. Donc vas-y, finis ta Non, phrase. je dis, c'est la première fois que je le remarque depuis toutes les années que je regarde cette série, donc. Ouais, bah tu vois, moi je l'avais même pas remarqué. Donc, On verra. est-ce que ça serait pas le moment de faire la grimace pour la vignette de la vidéo? Vous êtes prêts? C'est parti. Spoil alerte, la précédente, je l'ai pas fait. Je l'ai pas utilisée. On va voir si je l'utilise dans celle-là. Là, j'en ai eu une autre un peu plus On rigolote. ferait pas les fentes des Oh putain, non, ça va me demander un montage de fou. Allez, 3. On fait ça, allez. 3, 2, 1. N'importe quoi. Je continue. Scène numéro 17. Dans l'arsenal, Reed et Talas continuent de se découvrir, venant même à se respecter. Mais alors que Reed s'en va, elle scanne à nouveau un truc dans le bidule qu'il faisait. Oh non, j'ai pas envie de voir ça, moi. Et oui, parce que moi, Je veux pas voir Talas scanner le bidule. ben, en de fait, Reed. je ne me souvenais pas du tout de ce qui se passait dans l'épisode. Bon, je me souviens, je savais que les Andoriens n'étaient pas là pour la suite de la saison, la fin de la saison. Encore que, peut-être qu'ils reviennent, mais je m'en souviens pas. Ils reviennent. Donc, ils reviennent? Ok, cool. Mais sur le coup, dans mon esprit, ils étaient là juste pour un one-shot. Mais le fait qu'elle fasse ça, ça m'a mis en tête, ça m'a inséré la graine de ce qui va se passer en fait. Je me suis dit, ah non, en fait, ils sont peut-être là pour les trahir quand même.
Et du coup, cette scène, moi, ça m'a déçu d'elle. Voilà. Talas, tu m'as déçu. Choqué. Oui, non, mais après, oui, je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire, mais bah voilà, on savait que ça allait arriver, enfin, on savait pas, mais c'est bien de l'amener petit à petit comme ça aussi. Rappelez-vous la première fois. Ouais, je sais, vous allez me dire, je me souviens pas. Mais vous aviez confiance, vous, aux intentions de Shran ou pas? Oui, moi j'avais pas de... Donc ça a été une surprise pour toi. Ben, non. C'est pas surprenant que... Non, j'ai pas trouvé ça surprenant, mais j'ai quand même confiance en... Tu sais, j'ai plus confiance aux Andoriennes qu'aux Vulcains, D'accord. globalement. Non, moi, T'es un peu raciste. À chaque épisode, tu nous tacles les Vulcains. Sean, il faut qu'on parle. Ah, This is an intervention. ouais, je m'excuse. Il va falloir que j'aille passer quelques mois sur leur planète pour changer mes idées. Rendre ça pire. Oui, Thierry. Oui, moi, c'est pas à ce moment-là que je me suis dit que Shran allait sûrement les trahir, c'est plus tard. Ouais. Je l'ai noté. je te le dirai à ce moment-là. Ok. Je sais plus. Scène 18. Scène numéro 18. Sur la passerelle, Archer et son équipe observent l'attaque Xindi. Cette fois, la destruction est quasi totale. C'est le même système que pour la première sonde. Qu'est-ce que je... Ah oui. Donc la sonde qui explose. On a une photo, Thierry? Je crois, oui. Je me rappelle plus, honnêtement. Les captures d'écran, je les ai fait il y a un moment. Ah non, oh là, j'ai zappé plein de photos. Pardon, toutes mes confuses. Donc, ben voilà, vous pouvez le... Il y avait une scène, du coup, comme tu la montrais pas en photo, il y a une scène avec Shran où j'ai adoré un petit détail que j'avais jamais remarqué avant. Il passe sous une Ah espèce oui. de... J'ai pris la capture des coups. Il passe sous une espèce de poutre et il y a ces antennes qui font la lambada, qui se penchent en arrière pour qu'il passe en dessous. Alors, oui, c'est drôle dit comme ça, mais visuellement, ça déboîte. Ça rend Ça très donne bien. vraiment une impression de vie quoi, dans ces antennes. C'est alors de manière générale, hein, les Andoriens dès qu'ils apparaissent dans Enterprise, ils leur font tout le temps bouger un peu les antennes. Mais dans cet épisode, j'ai noté qu'elles bougeaient énormément, et notamment Shran où il s'amuse à lui faire chaque réaction. Il est en train comme les chiens, tu sais, elles se dressent quand c'est intéressant, elles vont en arrière quand il est vénère, des trucs comme ça. Et là, ouais, j'avais remarqué, ça m'avait fait rigoler. Pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, il y a quelqu'un offset qui Eh oui. bouge ses petites antennes avec une petite télécommande. C'est pas des vrais? Non, mais c'est pas des vrais. Je trouve ça drôle. Ouais. Vous avez... C'est marrant. C'est quoi ton métier? Je suis radiocommandeur d'antennes d'Andorien. J'ai travaillé que sur... Vous savez pas qui je suis? J'ai été les antennes de Shran. Je suis au chômage depuis 20 ans. Ouais. Voilà, ils m'ont pas rappelé pour Discovery, maintenant ils le font avec du CG. Qui le veulent, vous avez à l'écran le visuel de Talas Erid qui se jauge dans le mess. Là, je diffuse l'image de la planète enfin le planétoïde qui est utilisé pour les essais de l'arme Xindi. Et voici l'arme Xindi. Donc, comme je le disais, c'est le même fonctionnement que dans le premier épisode de cette saison 3 où on voit la sonde arriver. C'est pas exactement une arme qui arrive, c'est d'abord elle est transportée par une forme d'armature qui libère une boule qui tourbillonne dans un besoin sûrement d'énergie et tire un rayon. Sauf que là où le rayon dans le premier épisode avait détruit une partie, c'était un simple rayon destructeur, on va dire, je sais pas quoi, qui fait une tranchée. Là, le rayon est beaucoup plus concentré et fait péter la planète. En l'occurrence, pas entièrement, mais c'est quand même très impressionnant à voir à l'écran. Et du coup, je me demande s'il y a un pilote ou pas dans celle-là. J'ai pas l'impression. Parce que vu qu'elle est radiocommandée,
Après, à quoi servait le pilote dans la précédente? Est-ce qu'il servait à l'activer ou à la transporter? Pour moi, c'était, il l'amenait sur la planète Terre. Et j'ai un problème avec mon ordi portable. Il l'amenait sur la planète Terre pour qu'elle fasse sa mission. Mais j'avais pas ressenti. On en avait peut-être parlé à l'époque. Hein. J'avais pas ressenti ça comme c'est lui qui appuie sur le bouton. Tu vois. J'avais compris ça comme c'est le pilote du bombardier, pas celui qui lâche la bombe. D'accord, ouais, je vois. Mais là, comme ils sont à côté, ils n'ont pas vraiment besoin de pilote. Ou alors, ils ont modifié leur technologie. En même temps, si à chaque attaque, tu perds Bon, ça fait 1 pour des millions, donc c'est pas énorme, mais bon, ça fait suer quand même, quoi. Autant de ne pas économiser une vie, quoi. Bref. Je continue. Allez. Scène numéro 19. Retour au conseil Xindi. Ils ne sont pas contents parce que ce ne sont pas les résultats qu'ils escomptaient. Oh. Degra lui-même explique avoir dû couper avant la fin à cause d'un court-circuit et il se prend de nouveau un coup de pression. C'est pas les résultats escomptés, la planète elle est foutue. C'est-à-dire même si tu vis de l'autre côté, tu as intérêt à monter dans un vaisseau avant la fin de la journée, je crois. Même dans... Je pense que vu les dégâts, genre juste l'onde de choc, le tremblement de terre que ça doit provoquer, les raz-de-marée, un tsunami, un truc comme ça, qui se barre à moitié, oui. Voilà, je vois ça comme résultat, je me dis bon, je voulais une destruction totale, ça va quoi, c'est acceptable. Mais c'en est une, tu non? gardes ton poste. Techniquement, le système solaire, imaginons il nous arrive ça sur une planète de notre système, genre à nous. Le reste du système solaire, est-ce qu'il survit à ça? Ou est-ce que ça détraque pas mal de choses? Ça doit déglinguer des axes puis des orbites, ça, non? Non, je crois pas. Ça dépend du niveau de... Surtout par rapport au Soleil, hein, les orbites des planètes. Ah bon? Par contre, tu penses que juste au lieu d'avoir la Terre, on a un autre anneau de cailloux, genre? Il n'y a pas un truc du genre Vénus influence sur Mars, qui influence sur la Terre, qui influence sur... De toute façon, tout influence sur tout, mais je pense que c'est relativement négligeable. D'accord. Après, j'en sais rien, là, je te dis ça de tête comme ça. Mais par contre, si on fait péter la Lune, c'est foutu. Ça peut causer de sacrés problèmes, ouais. Mais là, surtout, le risque, par contre, c'est qu'il y a des énormes débris qui font la taille d'un tiers d'une planète, qui vont se balader on sait pas où. Donc il y a peut-être des risques de collision, de machin, ça peut faire jeu de billard, quoi. Ça, ils s'en foutent un peu. Bah ouais, ils s'en foutent. De toute façon, ils veulent tuer tous les humains. Donc, si ils détruisent la Lune et Mars en même temps, ça ira bien, quoi. Ça fait les colonies en moins. Je trouve personnellement que c'est un succès. Cet échec, c'est un succès. Degra, signez là. On est d'accord. Vous êtes embauché, vous avez la job. Scène numéro 20. Dans l'Obs, T'Pol explique les données collectées et vient à la même conclusion que les Xindi. Quelque chose cloche. Oh. Archer fait le lien immédiatement avec Gralik, l'arboricole les ayant aidés dans le passé, dans le fameux épisode dont tu parlais tout à l'heure, Thierry. Shipment. Voilà, il a saboté la chémocyte qu'il leur a fournie. Ouais. Ce qui a fait que la planète est seulement détruite et pas explosée. Totalement. Non, mais du coup, il cherchait à les ralentir, il leur a fourni de la chémocyte de moins bonne qualité, ou je ne sais pas. Mais c'est génial, je trouve. Oui, tout à fait. On voyait trinquer avec lui et tout, on se disait, ouais, c'est bon, il est de leur côté. Et là, même si c'est qu'une ligne de dialogue, on voit qu'il a vraiment agi, il est allé plus loin que ça. Tout à fait. Et ça ancre vraiment cet épisode-là dans la continuité de la série. Tout à fait. Et doublement, parce qu'en plus, il crée une continuité avec celui juste avant, et il crée une continuité avec ce fameux épisode. Donc on est vraiment... Tout à fait, tout à fait. Heureusement que les Xindi sont perfectionnistes, sinon ils lanceraient les... Ce serait comme, ok, c'est correct, ça suffit. Ok, c'est cool. On va en construire 4 et on les balance toutes. Ouais, c'est ça. Archer voudrait récupérer l'arme Xindi, mais elle émet trop de radiation pour le moment. Shran propose alors son propre vaisseau.
continuation dans les doutes qui s'étaient insérés en moi. Moi, c'est là que du coup, je me suis dit, tiens, bah, son plan, c'est de piquer l'arme. Ouais. Ok. Ouais, oui. Ouais. C'est trop in your face. Archer ronchonne, mais bon, il accepte. Parallèlement, Reed et Talas continuent leur roman d'amitié. Pardon. Est-ce que c'est Shran se rend. vraiment... Je m'excuse. Est-ce que c'est vraiment une raison comment dire, de mettre en doute son honnêteté, Ashram? Bah écoute, on est deux à avoir Non. eu le doute s'insinuer Ouais, je à ce comprends, mais moment-là. je suis d'accord avec vous. C'est quand même comme, ok, le gars, il veut s'en aller avec l'arme, mais ça veut pas dire qu'il veut pas aider les humains. Ça veut juste dire qu'il veut y gagner quelque chose aussi. Je pense que le fait, c'est l'effet méta. Le fait qu'on soit en train de regarder une série Oui, voilà, c'est où ça. on sait qu'il y a des rebondissements réguliers, voilà. Ça aurait été dans TNG, époque donc où la fédération est unie, et je sais pas c'est qui, parce qu'on voit pas trop les Andoriens dans TNG, mais il y a qui comme On voit pas méga du tout. allié Bon, personne. Les Vulcains. Ouais, ben voilà, ça aurait été des Vulcains qui auraient dit bon, ben on va le prendre nous dans une série TNG. J'aurais rien dit, tu vois, j'aurais pas, peut-être éventuellement, mais légèrement. Là, en l'occurrence, tu te fais. Les Klingons. Surtout que, ouais, non. Parce que Alors les Vulcains font Klingons, non. partie de la Fédération. Les Klingons, c'est les pires alliés possibles. Non, on prend l'arme. Ouais. En l'occurrence, en plus, Shran réagit assez rapidement. Il cache un petit peu mal son jeu. Il dit on va vous aider, on va la prendre. Non, mais je suis quand même d'accord sur le fait que, enfin, on va dire, si je me projette en tant que personnage dans la série, je me serais pas dit tout de suite, non, il va piquer l'arme. Mais voilà, comme tu dis, nous, on est spectateurs, on sait qu'on est en train de regarder une série et que forcément, il faut qu'il se passe des trucs. Donc voilà. Encore que, une fois de plus, ça fait un enchaînement de coïncidences quand même. 2 jours avant, les Andoriens n'étaient pas là et ils n'avaient aucun plan pour attaquer les Xindi. Donc tu peux te dire, bon, c'est quand même, c'est beau quoi. Ça fait beaucoup de choses belles. Bref, bon, en même temps, bon, bref, je sais pas. Après, c'est logique, hein, l'Enterprise peut pas les récupérer. L'Andorien est plus évolué, donc il peut contenir la radiation. D'ailleurs, les Andoriens sont même technologiquement plus élevés que les Xindi apparemment. Parce que les Xindi, le fait qu'elles soient irradiées fait qu'ils ne peuvent pas récupérer leurs armes non plus. Sauf quand il s'agit de construire des armes. Ben ouais, et puis ils mettent du temps, hein. Ben, je sais pas, ça fait quand même. En plus, en fait, bon, on va revenir sur une discussion qu'on a déjà eue, mais c'est quel genre de civilisation qui attaque avec un prototype qui ne fait que très peu de dégâts avant de créer sa vraie arme qui va tout détruire. Les Américains, quand ils ont lâché Hiroshima, ils savaient Ben, les déjà tests ce que étaient ça allait faits. faire, quoi. Voilà. Puis ils en ont fait Bon. 2 au cas où. Ouais, oui, d'ailleurs, ça c'est très. Ils ont fait des trucs bizarres aussi avec les armes nucléaires. Hein. Ils ont essayé de creuser des mines. C'est pas la même deuxième. L'arc artificiel. C'est vrai. Ils ont testé des trucs. Oui, mais tu vois, c'était pas, oui. Et tu vois, autant, ils ont testé. Alors, Hiroshima et Nagasaki, c'était pas le même fonctionnement d'armes, mais ils connaissaient la résultante d'avance. Ils voulaient voir les effets de radiation différents, mais ouais, je sais pas. Bon, bref. Shran veut se rendre alors sur son vaisseau pour mettre son plan à exécution. Mais Archer exige d'être présent. Shran se met à bégayer. Archer tient bon et le ton monte très rapidement. Et ouais. Archer aussi perd la confiance. Scène numéro 21. À bord de son vaisseau, Shran parle avec un supérieur. Très bon point de détail, les gens ne regardent pas la caméra, comme je suis en train de le faire là, si vous me regardez sur YouTube. Ils regardent leur écran, comme je suis en train de le faire là, si vous le regardez sur YouTube. Et ça, c'est très cool, parce que souvent dans les séries, de SF ou autres, les gens regardent la caméra quand ils sont en visioconférence, ce qui n'a aucun sens. Quand je veux parler à Sean, je regarde Sean qui apparaît sur mon écran. Je regarde pas comme ça. Voilà. Donc ça, moi, c'est un point qui me fait assez plaisir.
Bref, on a la confirmation, les ordres de Shran sont de trahir les humains. Et on a une autre confirmation, ça ne lui plaît pas du tout. Je n'ai vénère. Dorénavant, je ne regarderai uniquement la caméra. Je regarde le public maintenant. Si tu viens regarder la conversation, je te regarde dans les yeux. On a une image? Non, on n'a pas d'image. En parlant du public, si c'était pas le moment de révéler la question. Eh ouais, dites-le nous dans les commentaires. Selon vous, c'est lequel des 6 premiers films, moins le premier, donc des 5 premiers films à partir du deuxième, qui est le plus long? Est-ce que c'est comme l'a dit Sean, en terre inconnue? Comment c'est en anglais? Undiscovered Country? Oui. Ou est-ce que c'est comme l'a dit Thierry, Search for Spock, à la recherche de Spock? Eh bien non! C'est Wrath of Khan, la colère de Khan, Ah ouais. qui fait 116 minutes. Search for Spock fait 105 minutes. Et Undiscovered Country, en terre inconnue, fait 113 minutes. Le film le plus court de cette première saga, À 3 minutes on va près, dire, là, c'est bon. fait 102 minutes. C'est bien Ultime Frontière, qui est, selon Sean, et pourtant semble être le plus long. Et j'ai voulu retirer The Motion Picture parce que, évidemment, The Motion Picture, dans sa version théâtre, donc cinéma, fait 126 minutes, et dans sa Director's Cut, 131 minutes. 2h30. Non, pas 2h30, un peu plus de 2 heures. Avant que tu enchaînes sur la suite, Ouais. juste, je voulais juste dire, j'étais super content de découvrir que Shran, ça lui plaisait pas ce plan-là. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai écrit je vais vous lire mes notes. J'ai écrit c'est le plan, mais lui il veut pas, il veut être copain avec Archer. Et oui, un roman Et d'amitié. après j'ai écrit Shran avec 3 A et 3 cœurs derrière. Shranou. Mais ça marche bien au niveau de leur relation. Ils ont une relation comme personnelle, tu sais, les deux personnages, mais ça marche aussi. C'est logique. Il est intelligent, ce personnage-là, plus intelligent que son gouvernement, ça a l'air, parce qu'il se rend compte de l'importance d'avoir des alliés. Les humains, c'est une race qui s'élance dans le voyage dans l'espace, puis ça pourrait être un allié fort. Du coup, les autres, ils s'en foutent, là. Clairement, ils veulent juste récupérer une arme, là, mais les trahir Tout à pour le fait. faire, c'est dommage. Il a raison. Je suis totalement d'accord avec toi, et je viens de réaliser que Shran était la mascotte du forum de la CFST, de la communauté francophone de Star Trek. C'est Shranou, ils l'ont appelé. Ils ont fait un petit Shran tout mini façon Funko Pop. Non, Bravo, Shran. Mais c'est un mini Shran Cœur à toi, Shran. qui est trop mignon. J'avais oublié ça. Scène numéro 22. Dans l'arsenal, Reed rejoint Talas. Pas grand chose à dire. De face, il s'apprécie beaucoup, mais dès qu'elle tourne le dos, Reed revérifie son travail. Voilà. C'était dans la scène d'avant, je crois, où ils commencent à parler de leur famille et tout, que moi je me disais, tiens, ça pourrait, dans une autre série, ça pourrait être un truc, une histoire d'amour. En effet, je l'ai zappé, c'est ça. C'est en fait, ils se révèlent l'un à l'autre qu'ils sont tous les deux d'une famille de militaires. Et évidemment, de suite, Talas pointe le fait que Reed devait être une déception pour son père. Ce qui nous avait été révélé dès le début de la saison 1 avec Reed qui explique qu'il aurait dû aller dans la Navy, mais qu'il est parti dans la Spatiali. Dans Starfleet. C'est une sitcom romantique. Pink and Blue. Où ils sont. Ah bon? Mais non. Ils ont fait des slash. Il y a sûrement ça quelque part, honnêtement. Oui, c'est sûr. Ce genre de scène dans Battlestar Galactica, par exemple, ça aurait fini par un fondu au noir et puis eux qui font des cochonneries dans un placard. Voilà. C'est bien, je suis content. Un petit peu de tacle à BSG, ça fait du bien de temps en temps. Ah non, mais c'est fou. Série la plus aimée de tous les temps, la meilleure série de science-fiction. BSG, tu l'as pas vu? Je l'ai jamais vu. T'es pas un vrai fan de Ronald D. Moore? Bah, ça m'énerve. En fait, Battlestar Galactica, il y a des posters où il y a une femme habillée en rouge au milieu du poster. Ouais. Et ça m'énerve. Juste ce poster-là, parce qu'on dirait... Ça fait très genre...
sais, les gens critiquent Seven of Nine, mais là, on dirait vraiment qu'ils essaient de appeler au Ah, mais inner geek du monde, puis c'est genre... En tout cas, peut-être que le personnage C'est est fait plus exprès. important que ça. c'est encore pire que ce que tu crois. Ah, ok. Oui, mais c'est encore pire que ce que tu crois, mais c'est volontaire. Autant C'est Seven une of Nine, parodie de c'était ça? du racolage, Non, non, autant, c'est pas du parodie, c'est du racolage pur et dur. autant Seven, d'ailleurs, qui s'appelle Seven aussi. C'est marrant, hein, ça s'appelle Seven of Nine, tu vois. Ah ouais. Elle est hyper sexualisée, mais c'est dans la série également. Parce que Seven of Nine, dans la série, personne ne remarque hein, qu'elle est en tenue moulante, ultra moulante. Ouais. Là, c'est fait exprès. Bref, mais oui, après, moi, là, je m'amuse à l'attaquer, mais si, Battlestar Galactica vaut le visionnage. Ok. Ne serait-ce que pour ce qu'elle a amené historiquement dans... elle est arrivée en parallèle de Enterprise, et ben, de cœur, je pense qu'Enterprise, je préfère Enterprise, mais dans les faits, elle a gagné le duel. Hein. Elle a marqué un peu l'histoire, entre guillemets, des séries télé américaines de science-fiction. Et elle a transformé quand même le paysage. De fantasy. De sciences politiques, parce qu'il y a beaucoup de politique. Mais en prenant la même base que la saison 3, c'est-à-dire les attentats du 11 septembre, elle a démarré et elle a fait d'autres choses. Et c'est à voir. Enfin, à voir. Si tu as du temps et de l'envie, parce que j'aime pas trop asséner des arguments comme ça, vous voyez cette série, BSG, c'est quand même assez intéressant. Mais oui, hein, moi, la première chose quand j'ai acheté le coffret DVD, je l'ai montré à ma sœur, je sais pas pourquoi, alors qu'on parle pas vraiment de ce genre de truc avec ma sœur. Elle m'a dit, ouais, tu l'as acheté juste parce qu'il y a une bonasse en rouge dessus. Je disais, non. Mais bon. Ouais, j'aurais fait le marketing différemment. Ben, mais peut-être non, ça c'est colle avec volontaire, la en fait. série. Ouais. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est très volontaire. Ça colle avec la série, totalement. Tout à fait. Mais oui, c'est. Après, tu sais, je disais il y a quelques épisodes de ça, dans les séries américaines, ils sont tout le temps en train de bouffer, et ils sont tout le temps en train de bouffer, ils sont tout le temps en train de baiser. Et là, dans BSG, c'est ça, ils sont tout le temps en train de baiser. C'est beaucoup. Et il y a plein de mystères qui ne seront jamais expliqués. Ouais. Mais parce que ça a été. Bon, allez, on va pas parler de ça. On fait un gros bisou à Galactifrac. On embrasse énormément Draven et Kikrine. Mais on pourra faire un hors-sujet de Star Trek pour les nuls, si tu veux, tirer un jour, on en parlera. Scène numéro 23. Chez les Xindi, bip bip bip, un vaisseau humain est détecté, alerte verte. Parce que tout est vert chez les Xindi, je sais pas si vous avez remarqué. C'est bien l'Enterprise qui commence sa mission, ça va bastonner. T'Pol est aux commandes. À bord du vaisseau andorien, Archer ordonne la prise de l'arme. On a des visuels, je sais plus. Ah, ça c'est pénible. Aïe, T'Pol est aux commandes. Je me suis dit, est-ce que je fais la blague ou pas? Je l'ai pas faite. Je la fais pour toi. C'est bon. Merci. Ah non, on n'a plus de visuels. En fait, on a eu que des visuels Encore sur l'essai de l'arme. Ouais, d'essai de l'arme. Tu t'es lâché à ce moment-là et puis après t'as dit, j'oublie le F5. Mais si, j'en ai pris d'autres. Tu les as pas. Ça l'a tellement démoralisé qu'il a supprimé toutes les images d'après. C'est marrant ça. Ah mais si, il y a une barre. J'avais pas vu qu'elle pouvait slider et que j'avais d'autres. Il est pas bon, c'est bon. Donc j'ai toute la destruction de trucs. Ouais, désolé. Hop. On a même un POV des Xindi nautiques. À nouveau l'évolution de Reed et Talas. Et le combat qui commence entre, voilà la scène que je m'apprête à décrire, entre les humains et les Xindi. Scène numéro 24. Piou piou, papa. L'Enterprise fait feu sur les Xindi, ça canarde mollement. Et les Xindi abandonnent la bataille rapide. Pendant ce temps, les Andoriens capturent l'arme. C'est pour ça que les Xindi abandonnent le combat, parce qu'on leur ordonne de récupérer l'arme, de s'occuper du vaisseau andorien et non plus humain. Mais c'était quelque peu décevant, vous n'êtes pas d'accord? Niveau action, il se passe rien dans cet épisode. Non, mais ça bouge quand même. Il se passe déjà. Tu es happé,
c'est pas pour l'action que je regarde Star Trek de toute façon. Donc, quand il y en a, qui allaient bien, c'est cool. Et quand il y en a et qui allaient moyenne, voilà, ça me fait rien de spécial, quoi. Moi, je pense que je pense que je préfère les scènes d'action dans Star Trek maintenant que j'ai commencé ce podcast avec toi. Parce que quand je vois des scènes d'action, je t'imagine en train de crier devant ton micro. J'ai hâte de regarder des épisodes de Voyager ou TNG. Là. Pam! Pam! Ok, c'est bon. Il n'y a pas trop de baston de manière générale. J'ai bien aimé la prise de l'arme, le vaisseau andorien survole l'arme, bam, un petit coup de tracteur, de rayon tracteur, et puis elle est attirée et hop, elle rentre dans la soute. C'était très cool. Scène numéro. Ça m'a fait dire que l'arme était plus petite que ce que j'imaginais. À moins que ce soit le vaisseau qui soit plus gros que ce que tu ne le penses. Non, mais c'est vrai, elle a l'air plus petite que le premier prototype qu'on a vu dans The Expanse. Ouais, mais on n'avait pas trop de rapport d'échelle en fait qui nous permettait de mesurer sa taille. C'est vrai. Vu qu'il y avait juste la Terre en bas. Et, voilà. Hmm. Et là, le fait qu'on la voit happer dans la soute du vaisseau andorien, on voit vraiment la différence de taille entre le vaisseau et la sphère. Ouais. Et je trouve ça bien qu'une arme aussi puissante soit aussi petite. Il y a un peu ce cliché dans la science-fiction où si c'est puissant, bigger is better. Gigantesque. Alors qu'en fait, il n'y a pas spécialement de raison. Non, dans Men in Black, le pistolet le plus puissant, c'est. Mais dans Men in Black, il le faisait pour la blague. Mais ça fonctionne. Et il l'utilise à la fin. Non, mais attends, je vais défendre Thierry. Justement, c'est tellement un cliché que Men in Black en a fait une blague en l'invertant. Oui, bien vu. Après, il y avait quand même Star Trek, c'est pas la première fois qu'elle fait ça parce que il y avait le Defiant dans Deep Space Nine qui était au moment où il a été construit le vaisseau le plus puissant de la Fédération. Et c'était aussi un des plus petits. Ouais. Et pareil, génial. J'avais trouvé ça cool ce concept-là aussi à l'époque. Donc, ouais. Bravo Star Trek de sortir des clichés. Jusqu'en 2009. Scène numéro 25. Ok, c'est parti, c'est le moment de la trahison, on le voit arriver. Archer demande à contacter l'Enterprise, mais Shran ordonne de rentrer à la maison au plus vite. Grosse tension entre les deux. Archer lance un son of a bitch. What? On a le droit de dire ça à la télé américaine, Sean, toi qui es pas très loin de chez eux. Oui, pourquoi? Je l'ai écrit dans mes notes, ça. Son of a bitch. Mais en plus, ça fait beaucoup de fois qu'ils le disent dans cette série. Quoi? Dans cette série, c'est Trip et Archer qui le disent son of a bitch. C'est assez commun comme... Ah bon? Ouais, comme réplique. Je crois que c'est juste fuck qu'ils n'ont pas le droit de dire. Tout le reste, c'est open bar, non? Je sais pas. Non, il y a quand même une liste assez... courte, mais il y a quand même une liste assez puissante de mots que t'as vraiment pas le droit de dire à la télé. Fuck dans les films, effectivement. Le mot en N. Ouais, mais c'est le mot en C aussi, qui est considéré le plus gros mot de tous les moments. On peut le dire. Tu peux l'écrire sur le chat parce que là je vois pas. Tu vas être démonétisé certains, mais c'est considéré le pire gros mot de tous. Moi, ça ok. me fait toujours, mais son of a bitch, je pense que c'est plus une expression. Je comprends pas parce que attends, le mot en C c'est pareil que bitch quoi. Con en français. C'est l'équivalent de con en français. C'est marrant ça. C'est le truc qu'on dit. Moi, ça me fait rire. Non, techniquement, c'est. À la télévision française, t'entends des insultes toutes les 3 secondes. Oui. J'étais. De tous les trucs. Non, mais techniquement, le mot en C, c'est vagin. Mais. Oui, c'est con. En français, con, ça veut dire vagin. Oui, le con historique, hein, on va dire. Ok. Bon. Ok, j'apprends plein de choses. C'est mortel. Scène numéro 26. Archer et Shran se disputent. C'est fini le roman d'amitié. Shran explique que ce sont les ordres, mais Archer il s'en fout. Shran argue qu'en volant le prototype, ils ont aidé les humains.
Archer dit que le concept d'aider des Andoriens lui échappe. Et j'adore cette réplique parce que Shran, il est vraiment acculé quand il annonce ce genre de truc parce que pour en venir à cette réponse de... bon, ça me fait marrer. Mais alors que Shran enchaîne les réussites et annonce avoir même saboté l'Enterprise via Talas, c'en est trop. Paf! Archer balance son poing dans la gueule de Shran. T'as plus à te soucier de ta tête, espèce de fils de flic. Archer est alors envoyé dans une navette pour rejoindre l'Enterprise. La scène se referme sur Shran, attristé d'avoir perdu son bro. D'une puissance et d'une tristesse folle, cette scène. C'était très cool. J'ai versé ma larme. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, le gros coup de poing dans la figure, le petit filet de sang, je crois, il saigne hein, un petit peu. Ouais, c'était triste. Ah ben voilà, tu l'avais mise. Oui, voilà, petit filet de sang. Ouais, elle est forte cette image. Regarde, ses antennes sont déçues. Ouais, voilà, je vous ça dis, marche super bien. c'est un TKL. Hein. Ouais. Ça marche super bien. Ouais. Scène numéro 27, pardon, à bord de l'Enterprise. T'Pol et Reed font un rapport à Archer. Comme prévu, ils ont réparé réellement le vaisseau qui va bientôt rattraper les Andoriens. Et ouais, grosse surprise pour les spectatrices et spectateurs. En fait, ils s'en foutent, ils avaient tout prévu. Mais c'est pas, voilà, ils savaient pas à quel point et à quel moment ils allaient être trahis, mais bon, Archer avait donné les ordres, surveillez quand même ce qu'ils font. La scène est très rapide. Donc voilà, nous on est quand même choqués par ce qui vient de se passer. On passe vite à autre chose. Mais quand on y réfléchit, ça veut dire que depuis le début, Archer s'attendait potentiellement à une trahison des autres. Bah, c'est ce que je dis toujours, il est pas naïf. Il voulait faire confiance aux Andoriens, mais il a pris ses précautions. De toute façon, il n'avait pas d'autre solution pour récupérer l'arme. Il fallait le vaisseau andorien. Il est vraiment... Oui, aussi. Mais sa colère contre Shran, elle est pas feinte, quoi. Je pense il se sent vraiment trahi parce qu'il espérait qu'il le fasse pas. Et peut-être même qu'il pensait qu'il le ferait pas, mais qu'il a quand même pris la précaution d'anticiper. Ah, c'est vrai. J'ai envie de pleurer. Scène numéro 28. À bord du vaisseau andorien, Shran également fait son rapport. Son général est très fier et dit qu'il recommandera Shran. Shran dit « Non, je suis pas un fils de flic. » La passerelle appelle. C'est l'Enterprise qui est presque là. Ils appellent. Ben oui. Archer ordonne à Shran de rendre l'arme. Shran refuse évidemment, mais Archer dit qu'il a les codes d'activation de l'arme. Parce qu'il a un détonateur thermique. Vous avez la ref? Oui, bah c'est Star Wars. Star Wars 5. Parce qu'il a un détonateur thermique. Shran n'a d'autre choix que d'abdiquer et lâche la bombe qui explose quelques secondes plus tard. On a un très beau visuel. Hop là. Archer envoie alors un message à Shran lui proposant son aide pour réparer. J'ai été rapide sur cette scène qui a une belle tension, beau moment d'échange, champ contre champ entre Archer derrière son écran qui envoie ses arguments et Shran dont le doute s'immisce petit à petit. Jusqu'au moment de la révélation de ouais, la bombe c'est vraiment armée. Parce que moi j'y ai cru, hein, je pensais que c'était vraiment un coup de poker hein, de la part de Archer. Et même quand il dit la bombe c'est vraiment armé, je me suis dit peut-être que Archer c'est soit A, faire en sorte que les capteurs des Andoriens pensent qu'elle s'est armée mais qu'elle ne s'est pas réellement armée, soit B, qu'il va pouvoir la désarmer. Mais en fait non. Ouais, moi j'avais plutôt dans l'idée, je pensais plutôt qu'il avait moyen de la désarmer et que du coup il espérait que les Andoriens le lâchent pour pouvoir la désarmer et la récupérer, quoi. Parce que je me souvenais plus qu'il l'avait pas, enfin qu'il l'obtenait pas en fait. Ouais. Et j'étais là, quand ça a explosé, j'étais là, ah ouais, non mais d'accord, il la faisait vraiment, en fait, que Shran l'ait sorti ou non, dans tous les cas, l'arme ne serait pas allée sur Andoria. Ouais, mais quelque part, tu vois. Et en fait, du coup, l'enjeu c'était juste de sauver la vie de Shran, quoi. C'est genre la bombe elle va exploser, donc maintenant, si tu veux rester en vie. C'est ouf. Hein. Mais heureusement, parce qu'en fait, s'il avait pu la désarmer, donc Shran lâche la bombe, il la désarme,
Il se passe Ah, mais quoi? il aurait pu la récupérer. Hein. Ouais. Shran tire sur l'Enterprise et récupère la bombe. Hmm. Pas le choix. Du coup, c'est bien. C'est très bien. C'est triste, parce qu'ils n'ont pas les plans. Ils ne savent pas ce qui va se passer, mais c'est bien. Scène numéro 29, qui se trouve être la dernière scène de l'épisode. Journal de bord. L'aide proposée à Shran a été évidemment refusée. Dans l'Obs, Oshi et T'Pol appellent Archer et lui montrent un message reçu des Andoriens de manière cachée. Oh, ce sont toutes les infos récoltées par les Andoriens sur l'arme Xindi. Le roman d'amitié qui s'élance entre Archer et Shran. Pas une histoire d'amour vacances qui finit dans l'eau. Et ouais, c'est reparti. On découvre assez rapidement que c'est bien très probablement Shran qui a balancé ces infos de manière à ce que les Andoriens ne sachent pas que l'info a été envoyée. Waouh. J'ai trouvé ça trop bien. Ouais. Voilà. Ils aiment, mais ils sont obligés de se détester. Mais du coup, ils s'aiment. C'est rigolo. Tu glitches. Ouais, on dirait que la réalité est en train de se briser. On se croirait dans Matrix. Ouais. Voilà, tu nous. Je passe mon temps à regarder son canapé vert qui passe entre le vrai puis le faux. C'est marrant. Oui, ça a été pris en. Je crois que l'image qui me sert de fond a été prise en lumière naturelle et là je suis pas je sais pas, je suis pas en lumière naturelle donc c'est pas la même couleur. Il y a un petit décalage. Ma webcam a un peu bougé en plus, alors il y a un décalage. Bref, un super chouette épisode, un tout petit peu d'action, un peu de fun et de l'avancée dans l'histoire Xindi. D'ailleurs, Degra, moi j'ai bien hâte de savoir ce qui va lui arriver. Et j'ai bien aimé qu'on le voit un peu plus. Il va se faire. J'avais une règle là sous les doigts. Il va se faire taper sur les doigts, le pauvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec un peu de chance, alors je sais pas si ça sera évoqué par la suite, mais le fait qu'il ne puisse pas récupérer le prototype pour l'étudier ou même pour récupérer des pièces ou des choses comme ça, ça va peut-être les ralentir quand même, donc ils n'ont pas tout perdu. Et avec un peu de chance, ils n'ont plus moyen de détecter que c'est la chémocyte de Gralik qui est la source du problème, vu qu'elle a explosé avec l'arme. Ils ont probablement fait des relevés en temps réel. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Il me semble qu'on entend parler de Gralik encore plus tard dans la saison, mais je sais plus. Et je suis plus sûr, et si c'est le cas, je sais plus dans quel contexte. Ok. Ok. D'autres choses à dire? Bon épisode. Bravo. Ouais, c'était vachement bien. Là, il n'y a pas de dilemme moral, tout ça, philosophique, mais il est bien construit, il est bien ancré dans la continuité de la série. Et il fait avancer l'intrigue et les dialogues sont extrêmement bien écrits. Et voilà, c'est un excellent épisode. Ouais, absolument. Cool. C'est pas un épisode de cunt. Désolé, il fallait dire le gros mot. YouTube va te démonétiser, ouais. il va supprimer ta vidéo, il va te faire... Tu crois? On verra. Voilà, dites-le nous, vous aussi, évidemment, dans les commentaires. Est-ce que vous avez apprécié ce super épisode? Oh, pardon. Est-ce que vous pensez, comme le semble penser la communauté francophone de Star Trek, que c'est le meilleur épisode de la saison 3? Qu'est-ce qui te fait rire, Sean? Il donne pas beaucoup de choix. Avez-vous apprécié cet excellent épisode? Il n'a pas aimé. Si t'as pas aimé, c'est pas grave, dis-le. Oui, t'as le droit de le dire. Oui, évidemment. Bah, comme une fois de plus, tu vois, on peut se dire, ouais, moi ça me fait chier de voir des Andoriens, alors que j'étais lancé dans la saison 3 où on a que des nouvelles espèces, c'est pas normal, et les rares espèces que l'on voit historiques, comme les Vulcains, sont mises à mal parce que voilà. Là, Shran, on sait pas comment, hein, il a du Trillium D parce qu'il a tout traversé sans problème, pas de soucis, pas de dégâts, enfin, on n'a pas vu. C'est un génie.
Oui, on sait pas. C'est un militaire C'est, de voilà. fou. Il y a quand même, il y Une a fois quand de plus, même, hein, par contre, les Andoriens sont technologiquement présentés là dans cet épisode comme Il a peut-être bien perdu la assis. moitié de son Donc, équipage. ça nous sera peut-être dit plus non, tard. peut-être pas parce que je pense que Talas le dirait. Mais dans le début de l'épisode, dans la conversation entre Talas et Shran, elle a quand même des réserves sur le fait de continuer Ouais, ça l'a fait suer. à avancer dans l'Expanse. Elle dit on devrait retourner sur Andoria tant qu'on le peut encore. Et puis Shran, il est là, on dirait que t'as peur de l'Expanse, j'attends ça d'un Vulcain, pas d'un membre de la garde impériale. Et du coup, quand même, ça indique ce comportement de Talas qui n'est pas une lâche, hein, on l'a vu quand même dans les épisodes où elle apparaît avant. C'est quand même une guerrière, quoi. Hein, voilà. On se dit que ça indique quand même qu'ils ont sûrement fait face à des difficultés au point qu'elle en arrive à se dire que peut-être ils risquent de mourir avant de pouvoir quitter l'Expanse, quoi. Tout à fait. Voilà. Ben, super épisode. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Thierry. À très bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup Sean. Et ben, à bientôt. Oui, à très bientôt pour le prochain épisode. Au revoir. Salut. Crotte-plat. Tu sais, il me faudra encore du temps pour être sûr d'aimer quelqu'un et de l'aimer vraiment. On a toute la vie devant nous, mais garde bien tes sentiments.